Mais nous avons été, au cours des dernières heures, mis au courant d'une grande manœuvre particulièrement crapuleuse qui tend à intimider les maires par des coups de téléphone et à les insulter. Il est probable que cette manœuvre vient d'un candidat qui se trouve jusqu'à présent dans les sous-sols des sondages et qui espère, grâce à cette manœuvre, pouvoir prendre ma place. Je demande, bien sûr, aux maires, mais qui n'ont pas besoin de ce conseil, de ne pas se laisser intimider par cette manœuvre qui pèse sur leur liberté. Et je les incite à être courageux et à avoir, en effet, la volonté d'assurer la possibilité pour nous d'avoir un candidat aux élections présidentielles. Françaises, Français, militants et sympathisants du Front National, chers amis, si j'ai choisi d'exposer mon programme économique et social ici même à Lille, au milieu des gens du Nord qui, comme dit la chanson, ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, ces gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, c'est que cette belle ville de Lille est emblématique des difficultés et des chances françaises, des souffrances et des espoirs de notre beau pays. Car il est des lieux prédestinés par l'histoire, des lieux propices à inspirer la parole de celui qui, animé par le désir de servir sa patrie, se présente au service et au suffrage des hommes et des femmes de son pays. Des lieux qui jalonnent les étapes de l'histoire de la nation. Lille ainsi que la région Nord-Pas-de-Calais qui l'abrite et l'entoure incarnent aujourd'hui le lieu géométrique où s'entrelacent toutes les grandes questions qui se posent à la France. Car ici, plus qu'ailleurs, a été versé le sang français pour la défense de la patrie comme pour notre croissance économique, dans la guerre comme dans la paix. Quand tombaient par dizaines de milliers les poilus dans la bataille des Flandres, ou que mouraient 1200 mineurs au coup de grisou de Courrières, ou encore les 42 de Liévin en 1974. Aujourd'hui, il n'y a plus de charbonnage, et pourtant le charbon vient encore de tuer 2 dockers à Dunkerque hier. Lille, ville frontière, vigilante sentinelle aux remparts de notre défense, aujourd'hui encore à la pointe du combat pour la sauvegarde de notre territoire et de notre identité nationale si fortement menacée. Mais Lille aussi, pays de la chaleur du cœur, pays ouvert et accueillant, renforcé dans sa vigueur par les vagues successives d'immigration réussie, polonais, italiens, espagnols, portugais et tant d'autres encore, aujourd'hui tous français, assimilés par le travail, la participation à l'œuvre et à l'espoir commun. C'est encore cette région Nord-Pas-de-Calais où agriculture et pêche, commerce et négoce constituèrent la richesse de la France avant même que le Nord ne devienne le socle industriel de notre pays. De la mine à la forge, de la fosse au laminoir, dans le grondement des haveuses et le rougeoiement des hauts fourneaux, se constituèrent les attributs de notre puissance industrielle grâce à l'activité d'un peuple inventif et laborieux. De la mine à la forge, c'est là aussi que les travailleurs obtinrent, par la lutte syndicale, les conditions de travail décentes, des salaires acceptables dont on ne leur fit jamais cadeau. C'est à Bruay, à Hénin, à Marle ou Neux-les-Mines, à Oigny, à Los-Angual, à la fosse Sainte-Élisabeth ou à celle du Grand Condé, que Galibots, porions et reculeux
arrachèrent de haute lutte les droits essentiels du travailleur au patron de droit divin d'alors. Ces droits, dont les nouveaux grands patrons du MEDEF et du CAC 40 veulent à nouveau les priver, aidés en cela par la complicité active de leurs zélés serviteurs, les Sarkozy, les Bayrou, les Royal, tous partisans de cette Europe du oui à la Constitution européenne qu'ils veulent déjà nous refourguer en douce pour sacrifier les productions françaises sur l'autel de la compétitivité d'un ultralibéralisme mondialisé. De ce passé glorieux, de cette aventure humaine exaltante due à la volonté et au courage d'un peuple digne et rassemblé, qu'ont-ils fait ? Qu'ont-ils fait de ce patrimoine agricole, industriel et commercial si patiemment accumulé, patrimoine garant de notre puissance et de notre bien-être, sans lequel il n'est ni rêve, ni avenir meilleur. Sacrifiés sur l'autel de l'Europe, oui, ils l'ont cassé, brisé, liquidé. Loin des proclamations de nos gouvernants et de leurs statistiques truquées, chacun peut constater en effet, pour lui comme pour ses proches, l'appauvrissement général du pays. Un appauvrissement général qui atteint le seuil de l'insupportable pour des millions de Français et qui en inquiète aussi des millions d'autres, menacés de paupérisation, promises à plus ou moins court terme à la perte de leur emploi, à la perte de leur logement, à la perte de leur retraite et de tout ce qui constituait leur maigre patrimoine. Non, le Front National ne se nourrit pas des peurs. Il est la voix du peuple, peuple des salariés et des retraités, peuple des agriculteurs et des petits entrepreneurs, peuple des jeunes et des seniors, peuple des familles et des isolés, peuple des veuves et des veuves, peuple des Français de souche et d'ailleurs. Et moi, je suis le seul candidat de la nation, de la patrie et de la République. Car chaque... Merci, monsieur. Car chacun doit savoir qu'il ne peut y avoir de politique sociale sans politique nationale, ni de fraternité française sans patrie. Il ne peut y avoir de politique française sans souveraineté française. La situation sociale des Français n'a cessé de se dégrader par le chômage, les fermetures d'entreprises, les délocalisations, la baisse du pouvoir d'achat, la précarité professionnelle et sociale et couronnant le tout, l'immigration massive. Celle-ci a provoqué chaque année une dépense supplémentaire de 50 milliards d'euros, 300 milliards de francs par an depuis 30 ans, creusant un gouffre de dettes évalué aujourd'hui à 1 500 milliards d'euros, 10 000 milliards de francs, et paralysant tous les secteurs sociaux, emploi, logement, santé, aide sociale, enseignement, justice. Nous ne devons pas en vouloir aux immigrés de cette politique. Les seuls et exclusifs responsables sont les politiciens français, UMP, UDF, PC, PS, représentés aujourd'hui par les candidats Royal, Sarkozy, Bayrou, Buffet, candidats déguisés en premiers communiants alors qu'ils sont des responsables politiques depuis 30 ans. Ce sont eux et leurs partis qui ont gouverné la France, tantôt en alternance, tantôt en cohabitation. Tous responsables, tous coupables. Ils ont détruit
les protections légitimes des travailleurs français et d'abord les frontières devenues de véritables passoires en bradant notre souveraineté à l'Europe de Bruxelles qui, elle, les a cédés sans aucun scrupule ni aucune réserve au mondialisme. Sur le plan juridique, le privilège légitime des Français chez eux, la préférence nationale à l'embauche, au logement, à l'école, à l'hôpital a été aboli et même, fait incroyable partout ailleurs, poursuivi en justice. L'activité économique, sans laquelle il ne peut y avoir de politique sociale que ruineuse, s'est progressivement affaiblie. Le chômage est monté, les impôts et les charges aussi. Les dépenses publiques n'ont cessé d'augmenter, écrasant les entreprises, qui pourtant sont les seuls organismes économiques capables de créer de la richesse et l'emploi. La gauche socialo-communiste, aveugle et bornée, a, à l'inverse des besoins, réduit la date de la retraite à 60 ans, voire pour certains à 55 ou même à 50. On a favorisé en les payant les départs en pré-retraite et pour couronner le tout, réduit la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, alors que la durée de la vie augmentait, elle, de 15 ans en moyenne, augmentant d'autant le nombre des retraités, c'est-à-dire en diminuant le nombre des cotisants, sans considération de l'augmentation des charges des retraites. Et la droite, elle, a aligné sa politique sur la gauche, bonnet rose et rose bonnet. La situation aujourd'hui, mes chers compatriotes, est catastrophique. Tout le monde vous montre l'avenir, personne ne veut faire le bilan du passé, or il n'y aura pas d'avenir si on ne considère pas les erreurs qui ont été commises pour les réparer. Ne nous cachons pas que la situation aujourd'hui est catastrophique. En 30 ans, la France a perdu dans l'industrie 2 millions d'emplois. Dans l'agriculture et la pêche, 4,5 millions d'emplois. Et dans l'artisanat et le commerce tué par les grandes surfaces, 1,5 million d'emplois. Des pans entiers de notre industrie ont disparu ou sont menacés à court terme de disparition. Les mines, la sidérurgie, la métallurgie, le textile, l'industrie chimique, la construction navale, la réparation navale, l'industrie d'armement, les cycles et motocycles, les produits bruns, télé, radio, les produits blancs, l'horlogerie, la bijouterie, l'armement naval. La France est actuellement le 29e armateur dans le monde, alors qu'elle était, il y a 30 ans, le 4e. Aujourd'hui, c'est la construction aéronautique elle-même qui est menacée. Et l'industrie automobile, qui pourtant fait vivre 2,5 millions de travailleurs en comptant les entreprises de sous-traitance. L'agriculture n'a plus que quelques centaines de milliers d'exploitations en survie jusqu'en 2013, menacées de liquidation alors que se lève le matin des paysans. La pêche, qui a perdu la moitié de ses bateaux, l'artisanat en voie de disparition par manque d'apprentis, le commerce de proximité étranglé par les grandes surfaces. Et le résultat de tout cela, quel est-il? En 10 ans, la France est passée du 4e rang au 11e rang en Europe pour la richesse par habitant. 20% des moins de 25 ans sont sous le seuil de pauvreté, avec moins de 559 € par mois. Le pays compte 1 200 000 érémistes à 360 € par mois. Fin 2006, 4 800 000 personnes dépendaient de la CMU. 7 millions de Français survivent, devrais-je dire, avec moins de 700 € par mois. Et un Français sur 2, nous disent les sondages, a peur de devenir SDF. L'augmentation des prix à la consommation, niée par les milieux officiels, a pourtant dévoré le pouvoir d'achat de 5 à 30%
depuis la mise en place de l'euro en 2001. Depuis 7 ans, 150 000 jeunes Français créateurs d'entreprises sont partis s'installer en Angleterre. 260 000 cadres français de haut niveau ont émigré depuis 10 ans. Pendant le même temps, au moins 4 millions d'immigrés sont entrés en France, pour la plupart sans formation et à la charge de la communauté nationale. 5 millions de nos compatriotes sont en réalité demandeurs d'emploi. Si l'on compte ceux qui ne s'inscrivent pas, ceux qui sont radiés, ceux qui sont en formation, ceux qui subissent le temps partiel et ceux qui bénéficient d'emplois subventionnés publics et privés. La France a la croissance la plus faible de la zone euro, qui elle-même a la croissance la plus faible du monde développé. Il reste dans notre pays un actif pour 5 inactifs. Voilà où la gestion de nos dirigeants, de droite comme de gauche, nous a menés. Voilà où l'aveuglement de ceux qui n'ont pas su ou pas voulu prévoir et anticiper les évolutions du monde nous ont conduits. Ce sont les Sarkozy, les Royal, les Bayrou, les Buffet, cartels de ministres et anciens ministres des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans, qui portent la responsabilité de ce désastre. Eux qui plastronnent dans l'apparat des grands-messes des puissants de la planète pendant que crient misère les 12 millions de travailleurs pauvres de notre pays, les 4 millions de retraités agricoles aux portions si congrues, et tous les autres qui font face avec une dignité admirable aux privations de toutes sortes. Le voilà, le vrai scandale de notre nation. Cette insupportable vision du malheur de nos concitoyens, pourtant dignes et silencieux, tandis qu'on nous abrutit avec la surmédiatisation des sans-papiers venus en fraude, le tintamarre autour des illégaux qui jouent du chantage à l'enfant, bénéficiant de toute la compassion des happy few du système, de la comédie compassionnelle et politicienne des SDF don quichotisés. Mais pendant ce temps-là, à la fermeture du marché voisin, 2 retraités français ramassent les fruits et légumes tombés des étals. Un fonctionnaire de la mairie de Paris dort dans la voiture qui lui sert de logement. Et le travailleur payé au salaire minimum cache sa honte de devoir aller se nourrir au resto du cœur. Mais qui sont donc les coupables? Ce sont eux, ils sont tous coupables, oui. Gauche et droite, tous coupables, gauche et droite, faussement opposés, mais en réalité complices dans le partage des prébendes et l'apparence d'un changement organisé pour tromper le peuple. Tous les tenants de l'ultralibéralisme médiatisé et mondialisé, car être ultralibéral, c'est vouloir la disparition des frontières. Être ultralibéral, c'est accepter la disparition de toutes les régulations du commerce mondial sous l'égide de l'OMC. Être ultralibéral, c'est encourager l'immigration pour favoriser une baisse généralisée des salaires. Être ultralibéral, c'est accepter depuis 10 ans toujours plus de déséquilibre dans la répartition des bénéfices. Être ultralibéral, c'est détruire la nation pour laisser sans défense les travailleurs de notre pays face à la mondialisation et aux délocalisations. Être ultralibéral, c'est permettre l'écrasement de nos PME et de nos PMI, de nos agriculteurs, de nos commerçants, par les entreprises du CAC 40 et de la grande distribution. Être ultralibéral, c'est adhérer à une politique de laxisme judiciaire
et morale. Voilà tout ce qu'ils veulent, défendent, soutiennent et proposent. Tous ces principes s'incarnent dans une construction européenne qu'aucun de mes adversaires ne veut combattre, et pour cause. Et pour répondre à la crise profonde qui affecte le pays, que propose-t-il donc? L'Altesse royale des Charentes qui propose des soins palliatifs. L'Altesse royale des Charentes propose des soins palliatifs aux blessés de la guerre économique. Et Nicolas qui va, qui vient, qui court et nous attend au coin du bois, mesdames. Tandis que, dans une posture toute neuve, Bérou joue au rebelle. Tartuffe dans le rôle de D'Artagnan. Pour sortir de l'impasse où nous ont conduit leurs politiques, je vous propose, loin de la fausse alternance et de la vraie cohabitation, une vision, une espérance, un choix, en un mot, un destin. Ne comptez pas sur moi pour débiter un catalogue de mesures catégorielles destinées à satisfaire chaque électeur. Je rappelle d'ailleurs à Madame Royal et à Monsieur Sarkozy qu'il s'agit d'une élection présidentielle, pas de l'élection d'un gouverneur européen de la province France. La différence entre le candidat Le Pen et les autres, c'est que pratique le massage et moi le message. Eux vous disent, relaxez-vous, moi je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous mes amis, parce que sur la scène de théâtre du monde, le décor de la tragédie est déjà en place. Le décor planétaire qui sert de toile de fond à la présidentielle française est fait de choses visibles, qu'enfin maintenant tout le monde voit, et de choses invisibles que pas un seul candidat ne perçoit. Le visible, c'est le court terme. C'est l'actualité, je n'insiste pas. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était l'Afrique sur les barbelés de Ceuta et Melilla. Les Pateras, ces bateaux d'immigrants qui arrivent sur les plages des Canaries. C'était la Guyane, la Martinique, Mayotte, submergées par le flot des clandestins. Et ça ne fait que commencer, parce que derrière, via les routes turques débouchant sur la Bulgarie, il y a toute l'Asie centrale, mongole, tamoule et un jour chinoise qui attend pour se déverser. Le visible, il est là, sur nos pulls, nos chemises, nos sous-vêtements, made in China. C'est le casse de nos industries, les délocalisations de nos entreprises, le chômage et donc les cotisations salariales qui ne rentrent plus, les prestations sociales qui augmentent et les trous budgétaires qui se creusent. 41 milliards d'euros encore annoncés pour le budget de 2007. Tout cela est enfin connu, même si les solutions sont toujours attendues. Et puis, s'ajoute l'arrivée des nouveaux tigres économiques. Le Brésil, ferme du monde. La Russie, gisement gazier du monde. L'Inde, informatique du monde. Et la Chine, usine du monde, à la conquête aussi de l'Afrique. Les aveugles avaient commencé même à voir le samedi 4 novembre 2006 qu'il y a un problème d'énergie en Europe et que la France se prive d'électricité pour éclairer l'Allemagne qui fait joujou avec les éoliennes et qui évidemment manque de courant. Mais le décor, la toile de fond de l'élection présidentielle, c'est aussi et surtout 4 tsunamis invisibles qui arrivent du fin fond de l'humanité et qui vont balayer les équilibres de nos sociétés. Certes, à moyen terme, le président élu en 2007 sera pour la France président de l'Union européenne de juillet 2008 à décembre 2008. C'est lui
qui héritera de la Constitution européenne qu'Angela Merkel veut remettre sur le tapis. À moyen terme, c'est aussi sous la présidence de la France, en 2008, que Bruxelles traitera des finances de la PAC. Après 2013 et de l'impôt européen, lequel finira bien par arriver en 2014. En 2007, donc, chers compatriotes, le président élu sera au cœur de tous les problèmes de l'Europe, en suspens depuis le 29 mai 2005. Voilà pourquoi il doit être le président de la majorité du non, celle du 29 mai. Car si l'Europe de 2008 était présidée par M. Sarkozy ou Mme Royal, champion du oui, on recommencerait comme si rien n'était et il serait capable même de nous la remettre, mais cette fois-ci sans nous faire voter. Mais à long terme, le président de 2007 doit préparer le pays aux 4 grands défis invisibles suivants. D'abord, l'invisible agricole. Pour la première fois dans l'histoire du monde, en 2007, la population urbaine de la planète sera supérieure à la population rurale. En 1950, il y avait 86 villes de plus d'1 million d'habitants. Il y en a 400 aujourd'hui et 550 dans 8 ans. Avec les tensions qui arrivent, les guerres qui vont venir se joueront dans les rues, les tours, les zones de logement tentaculaires, anarchiques des cités. Et Clichy et Aulnay sont des coups de semonce. Mais en même temps, des terres agricoles sont mangées par les villes, par l'érosion ou le manque d'eau. L'Inde arrive au bout de sa révolution verte et comptera pourtant peut-être 600 millions d'habitants en plus d'ici 2050. Elle devra alors importer massivement des aliments. La Chine fait la course économique en tête aujourd'hui, mais 300 millions de paysans vont migrer vers les villes après les 200 millions déjà partis depuis la décennie 1970. Comme de surcroît, les millions de riches de Shanghai, Shenzhen, Guangzhou ou Fujian consomment de l'agroalimentaire de qualité, la Chine aussi va devoir importer. Et qui va répondre à l'appel d'offres alimentaires de l'Asie? La question de l'alimentation du monde est à nouveau posée. L'élection présidentielle, mesdames et messieurs, ce n'est donc pas la simple question des OGM et de la faim des paysans, mais au contraire celle du matin des paysans, du grand avenir que nos agriculteurs vont avoir grâce à nous, à condition de ne pas les éliminer d'ici là et ne pas empêcher leurs enfants de s'installer à la ferme. Et puis, il y a le deuxième invisible, celui du vieillissement du monde. En Europe et en Chine. En Europe, c'est peu à peu les vieux de l'Atlantique à l'Oural. À l'est, de la Russie. À la Bulgarie, à la Roumanie, les pays se vident. Il n'y a plus de morts que de naissances. Chez nous, à partir de 2045, le nombre des décès l'emportera sur celui des naissances. En 2014, dans 7 ans, nous franchirons un premier cap. Les moins de 20 ans seront moins nombreux que les plus de 60 ans. Est-ce que vous croyez que cette génération va payer nos retraites? Il faut être inconscient et fou pour ne pas voir la guerre des générations qui a commencé au printemps 2006 avec le CPE. Et dans une guerre générationnelle et financière entre les jeunes et les vieux, qui croyez-vous qui va gagner? Pardon. Concrètement, les présidents élus en 2007, en 2012 et en 2017 devront trancher la question budgétaire suivante. On utilise les impôts pour les dieux du stade ou pour les vieux au dernier stade? D'autant que la question du vieillissement vaut aussi pour la Chine, où la génération Mao de l'enfant unique va partir à la retraite sans retraite. Alors cette Chine d'1 milliard de cheveux gris, qui dispose en réserve cette année de 1 000 milliards de dollars d'épargne, cette Chine qui bouche
chaque mois le trou du budget des USA en achetant les bons du Trésor américain va avoir bientôt besoin de son épargne pour elle-même. Mais quand la Chine ne souscrira plus aux emprunts américains, mais qui alors financera le déficit budgétaire des États-Unis? Le troisième invisible, moins bien connu, prend place dans les laboratoires des physiciens. Une révolution planétaire, plus grande que la révolution informatique des 20 dernières années, de l'ordinateur à transistor, se prépare. La révolution de l'ordinateur quantique, inventé à Oxford et par la compagnie américaine AT&T. Un ordinateur d'aujourd'hui stocke l'information dans des puces de silicium de plus en plus petites. C'est là, à ce niveau, que va arriver l'ordinateur quantique en utilisant les lois de la physique subatomique pour stocker l'information non plus sur des puces, mais sur des ions ou des photons. La puissance de calcul de ces ordinateurs va révolutionner le cryptage de l'information. Les transactions financières, planétaires, le commerce électronique, la banque, les communications militaires, la médecine, le diagnostic, les assurances, tout va être bouleversé. Les possibilités de traitement de l'information vont devenir vertigineuses. Les questions des libertés, du secret de la vie privée, des relations du citoyen ou de l'État vont devenir essentielles. Tout cela, c'est l'avenir, avec à la clé des marchés économiques insoupçonnés, une puissance de diagnostic médical aux confins des molécules de chacun de nous et un risque terrifiant de dictature des compagnies d'assurance sur la société. Ces compagnies vont fixer des règles auxquelles devront se plier les particuliers, les entreprises et même les États. Avec leur poids mondial, en 2006, de 2500 milliards de dollars contre seulement 2000 milliards pour l'énergie, les assurances lancent par leur puissance un défi aux États et aux hommes politiques. C'est le défi du capitalisme financier planétaire. Et puis, il y a le quatrième invisible qui pèse en secret sur la présidentielle. C'est celui justement du capitalisme financier planétaire. Mes amis, mes chers amis artisans, petits patrons de TPE ou de PME, un capitalisme total est en train de naître qui n'a rien à voir avec vous, entrepreneurs, mettant en jeu votre propre capital pour créer, innover, enrichir le pays. Aujourd'hui apparaît un capitalisme sans projet, avec le culte du rendement à 3 mois plutôt que celui de l'investissement. Ce capitalisme décrié par un grand patron comme Jean Peyrelevade, ancien PDG de Suez du Crédit Lyonnais, ce capitalisme critiqué par les économistes responsables, est organisé comme une gigantesque société anonyme planétaire. 300 millions d'actionnaires de ce capitalisme mondial contrôlent en apparence toute la capitalisation boursière du monde. Mais en réalité, le pouvoir appartient à quelques milliers d'analystes, de traders, de gestionnaires qui n'ont qu'un but, le taux de profit à 2 chiffres et une seule patrie, l'argent. C'est un capitalisme prédateur, fait de grands sauriens des fonds de pension anglo-saxons qui achètent nos industries, nos richesses, nos infrastructures publiques et privées. C'est le capitalisme des hedge funds, des fonds d'investissement de capitaux spéculatifs qui rachètent les sociétés en bourse en vendant d'abord des actions qu'ils ne possèdent pas avant de les racheter ensuite à leurs propriétaires après qu'ils les aient déjà vendus. C'est le capitalisme des grands requins de la finance qui nagent sur les sites internet d'informations financières à la recherche de sociétés à dévorer. Ces spéculateurs de la Financial Connection font transiter chaque jour, 1000 milliards de dollars via Clearstream ou d'autres banques en cheville avec les oligarques russes, français et autres, avec lesquels ils se sont notamment partagés le butin des 250 milliards d'euros des biens nationaux des Français privatisés de 1986 à 2007.
Ce capitalisme des OPA, des fusions, acquisitions, des Mittal, des Enron, des WorldCom, de l'allemand E.ON ont engagé la guerre contre les États et les peuples, la guerre contre les lois, les républiques et les nations. Ce capitalisme globalisé a imposé aux dirigeants français, notamment qui ont obéi, la destruction de nos frontières, la neutralisation de notre Parlement, lequel ne fait plus nos lois, mais enregistre celles que la City, Wall Street et le FMI nous dictent via Bruxelles. Cela ne peut continuer comme ça. Non, c'est une direction, une impulsion, un cap qu'il faut donner au pays, en même temps qu'une espérance et un avenir. C'est un projet économique et social clair, cohérent, réaliste, qui prend son assise sur une véritable philosophie. Les grands principes que je mettrai en œuvre sont les suivants. Fonder l'économie de demain en la mettant au service de l'homme et de la nation. Sauver l'économie de demain en redonnant aux Français la maîtrise de leur destin, le contrôle de leurs frontières et en défendant un projet alter-européen. Dynamiser l'économie de demain par une révolution fiscale qui rendra aux Français le fruit de leur travail et la disposition de leur patrimoine par la baisse significative de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les successions. Asseoir l'économie de demain sur la liberté du travail et la restauration du plein emploi, mais aussi sur la liberté d'entreprendre et la réhabilitation de la réussite professionnelle. Rééquilibrer l'économie de demain en instaurant une espèce de plan Marshall pour nos campagnes par le biais d'un investissement massif et de l'installation de 15 000 nouveaux agriculteurs par an. Dynamiser l'économie de demain par l'augmentation du pouvoir d'achat. D'ailleurs, dans mon projet, l'État prendra immédiatement en charge 200 € de cotisation sociale salariale pour tous ceux qui gagnent moins de 1,4 SMIC. L'entreprise pourra ainsi verser aux salariés l'intégralité de son salaire brut. Adosser l'économie de demain sur la recherche et l'innovation technologique et enfin, préparer l'économie de demain à l'épuisement des énergies fossiles par la recherche d'énergies nouvelles. Appuyer l'économie de demain sur des services publics performants qui accompagnent les acteurs économiques dans la compétition mondiale et garantissent aux Français une véritable égalité territoriale. Fonder la solidarité de demain sur le privilège d'être français. Sauver la solidarité de demain en arrêtant l'immigration, devenue cause essentielle de l'appauvrissement généralisé par la pression qu'elle exerce sur l'ensemble des salaires et sur les comptes sociaux de la nation. Garantir la solidarité de demain en généralisant la préférence française à l'emploi, au logement et aux aides sociales. Soutenir la solidarité de demain par le rétablissement de la sécurité, l'insécurité physique étant la première des injustices sociales. Consolider la solidarité de demain en réaffirmant le rôle social des parents, notamment par la mise en place d'un salaire parental et d'un statut social protecteur. Baser la solidarité de demain sur une école redevenue le lieu privilégié de l'acquisition des savoirs pour donner à tous ceux qui le veulent et le méritent la garantie de s'intégrer dans le tissu économique à proportion de leurs compétences et ainsi pouvoir s'élever socialement. Légitimer la solidarité de demain par le rétablissement d'une représentation sociale dans les syndicats, représentativité sociale dans les syndicats et politique dans les assemblées élues.
Garantir la solidarité de demain par la certitude d'une protection sociale performante pour tous les Français. Affirmer la solidarité générationnelle de demain en assurant à tous nos anciens un revenu juste et digne. Promouvoir la solidarité de demain, celle de la préférence nationale pour ceux dont la vie et le bien-être ne peuvent dépendre que d'elle. Et ces engagements, mesdames et messieurs, moi et moi seul pourra les tenir, car moi et moi seul j'incarne une doctrine qui peut tous nous affranchir de la camisole politique, juridique, financière et fiscale de l'Europe de Bruxelles. Car enfin, comment organiser le redressement du pays alors que 80% de nos lois se décident à Bruxelles et que nos gouvernants ont même échoué à obtenir la TVA à 5,5% sur la restauration? Il nous faut donc discuter avec Bruxelles en lui présentant un ensemble d'aménagements nécessaires à la reprise économique et au retour de la croissance. Nous fixerons un délai de réflexion à l'Europe pour nous donner une réponse qui, je vous le prédis, sera favorable, car sans la France, il n'y a plus d'Europe. C'est parce que nos dirigeants sont tous des européistes convaincus que cette négociation n'a jamais été ouverte, car si elle l'avait été, elle aurait réussi. Le point central de cette discussion concernera la maîtrise de nos frontières. Pas de réforme économique, pas de retour de croissance, pas de hausse du pouvoir d'achat sans que ne soit endiguée l'invasion de produits fabriqués par des pays à bas salaire et sans protection sociale. Pas de réforme économique, pas de retour à la croissance, pas de hausse du pouvoir d'achat sans que ne soit endiguée l'immigration incontrôlée des miséreux de toute la planète qui viennent concurrencer nos travailleurs pauvres, nos retraités misérables, nos travailleurs pauvres, nos retraités misérables qui, eux, ne peuvent pas se délocaliser. Nous instaurerons donc un contrôle strict de l'immigration et le retour des clandestins et des illégaux dans leur pays. Nous réserverons l'ensemble des aides sociales, des logements sociaux aux Français, à tous les Français, mais seulement aux Français par application de la préférence nationale. Nous organiserons des droits de douane de nouvelle génération. Ils taxeront les produits importés de pays où la protection sociale est inexistante pour la ramener au prix de notre production nationale. Cette taxation ouvrira d'ailleurs aux importateurs, aux exportateurs, si vous voulez, ceux qui nous envoient des produits, un droit de même montant à l'achat de produits français. Si ce droit n'est pas exercé, la taxation alors serait effective. Le voilà, le commerce éthique qui protège les travailleurs français et pousse au développement de la protection sociale et à l'amélioration des conditions de travail dans les pays émergents. Là voilà la clé du développement durable. Là voilà la mission universelle de la France, mère des arts, des armes et des lois, exportatrice des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans le pays qui prétend faire partie des 4 seules nations qui parlent aux autres nations de la Terre, on ne devient président de la République, surtout après la vague des inquiétudes planétaires et médiatisées
sur le climat qu'avec une proposition à la dimension du XXIe siècle qui commence. Parce que, pour seul projet d'avenir, tous les autres candidats n'ont à offrir que le vieux rêve européen de leur jeunesse passée, alors qu'au-delà de l'Europe, le monde a plus que jamais besoin de la France. Je serai le président qui, en septembre de cette année, ira à l'Assemblée générale des Nations unies proposer l'audace de gérer en commun et en un quadrilatère de l'humanité 4 parties communes de la copropriété de l'humanité: l'eau, l'alimentation, les médicaments de base et l'instruction. Ainsi, avec ce rêve suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue pendant que nos filles et nos garçons de 20 ans le poursuivront, je serai le président du peuple, rétabli dans ses droits à se gouverner directement sans que sa souveraineté lui soit confisquée. Le président de toutes les libertés restaurées, à commencer par celle d'entreprendre et de travailler. Le président des femmes et des hommes des campagnes, parce qu'ils sont la base du bonheur d'être français. Le président du rayonnement de la France, sans lequel nous ne serions pas la puissance que nous sommes aux 4 coins du monde et dans le cœur des hommes. Alors, vous tous, les petits, les obscurs, les sans grade, les humbles, travailleurs, seniors, agriculteurs, retraités, femmes et familles, solitaires, veuves et veuves, Français de souche ou d'ailleurs, Gavroche à qui j'avais dit le soir du 21 avril 2002, n'ayez pas peur, vous que jamais l'on entend, vous qu'on a toujours trouvé sur le chemin de l'honneur d'être français, vous qui toujours à la guerre ou au champ, à la mine ou à l'usine, à l'établi comme au comptoir ou à l'école, faites votre devoir en silence. Vous qui n'avez jamais servi, combattu, travaillé que pour des prunes, reprenez avec moi le pouvoir, retrouvez avec moi le privilège d'être français. Allons dire ensemble. Allons dire ensemble à l'univers étonné que la France est de retour, que la grande nation s'est réveillée et que c'est le 6 mai 2007 au soir, avec mon élection, que refleurira le printemps des Français. Seigneur, comme 17 millions de nos compatriotes, père de 3 filles et de 9 petits-enfants, orphelin élevé par une veuve de guerre, ancien dirigeant étudiant qui a été travailleur manuel et chef d'entreprise, officier parachutiste, député français à l'Assemblée nationale et au Parlement européen pendant 30 ans, président du Front national, ayant consacré ma vie à la défense du peuple et de la nation et continuant de le faire avec la force que donne la foi et l'amour de la patrie, je crois être digne de votre confiance et de celle des Françaises et des Français. Je crois être digne de votre confiance et de celle des Françaises et des Français pour réaliser avec eux le changement nécessaire et la renaissance de notre pays. Rêvons un peu, les amis. Si nous considérons que nous sommes les passagers du vaisseau Terre, tous embarqués dans la même caravelle, perdus dans un océan de 1000 milliards de galaxies, comptant chacune 1000 milliards de soleils. Alors nous avons notre chance de maintenir ici cet invraisemblable miracle qui n'existe qu'ici,
uniquement qu'ici, puisque sur un espace de millions et de millions d'années-lumière, ce n'est qu'ici qu'existe l'invraisemblable miracle de la vie. C'est peut-être cela le destin de la France, dans la communauté des nations, être celle qui dit non seulement le chemin, mais aussi le but de ce chemin. C'est comme dans Alice au pays des merveilles. Alice s'est perdue dans la forêt, elle demande à un chat sur un arbre « Pourrais-tu m'indiquer le chemin ?» Et le chat répond « Tout dépend où tu veux aller. » Eh bien, mes amis, compagnons d'un demi-siècle de lutte et d'espérance, si nous avons tenu, c'est parce que nous avons toujours su où nous voulions aller. Et c'est pour vous y conduire et y conduire la France, les Français et les nations qui voudront nous y accompagner que je suis candidat. C'est d'ailleurs tout le contenu de mon projet politique que de dire le chemin et le but de ma candidature. Et comme celui-ci tient en un mot, il me suffit d'une dernière image pour l'illustrer. Au sud de l'Italie, en Sicile, à plus de 3000 mètres de hauteur, au-dessus du bleu de la Méditerranée, il y a les cratères d'un volcan géant, l'Etna. Régulièrement, des milliers de tonnes de lave explosent, coulent et emportent les arbres de la forêt et les pylônes de la station de ski. À peine tout est refroidi dans un paysage lunaire entièrement noir, sous le vent froid qui accompagne le rouge des soleils qui se lèvent ou se couchent, on voit de petites taches jaunes qui percent entre les amas dantesques de pouzzolane noire. Ce sont des genêts qui poussent. Et puis, s'il reste un peu de lumière du jour sur les flancs noirs du monstre, on voit de petites taches blanches qui bougent doucement à plus de 2500 mètres. Ce sont des moutons qui broutent les pousses de genêts. C'est la leçon de l'Etna. La vie finit toujours par gagner. Voilà le but de notre combat politique, faire gagner la vie, parce qu'à tous les âges et sous toutes les formes, des pentes noires et brûlantes des volcans, aux draps blancs et froids des services de réanimation, c'est beau, c'est grand, c'est fort la vie. Le Dieu des fourmis et le Dieu des étoiles, le Dieu des fourmis et le Dieu des étoiles nous donneront avec vous la victoire, parce que je suis le candidat de la vie. Vive la nation, vive le peuple, vive la France, vive la vie, vive la victoire! Vous venez d'entendre donc Jean-Marie Le Pen au Grand Palais à